Pour chacun d'entre nous, le mot chirurgie soulève des questions. C'est d'autant plus vrai dans les cancers ORL qui sont situés dans une zone fondamentale qui nous permet de s'alimenter, respirer et parler. Pour répondre à nos interrogations, je reçois le professeur Albert. Il est chirurgien ORL au groupe privé hospitalier Ambroise Paré-Hartmann à Neuilly. Bonjour professeur Albert. Bonjour Céline. Dans quel cas la chirurgie est une option considérée pour un cancer ORL ? Alors, la chirurgie, en fait, reste le traitement de référence en cancérologie ORL ou cancérologie de la tête et du cou, mais elle est considérée, je dirais, au cas par cas et va être indiquée et discutée de manière collégiale, en comité, en réunion de concertation pluridisciplinaire. À partir du moment où un diagnostic de cancer de la tête et du cou a été établi, que le bilan a été réalisé, une indication ensuite thérapeutique émerge des discussions qu'on peut avoir et donc proposées aux patients. Et donc, dans la majorité des cas, en fait, il y a effectivement une indication à réaliser une intervention chirurgicale. Quel est le délai moyen entre le moment du diagnostic et puis le moment du passage de l'opération ? À partir du moment où le diagnostic et le bilan est réalisé, où la décision a été prise, il faut intervenir assez rapidement et donc dans un délai raisonnable. Et ce délai raisonnable, c'est aux alentours d'un mois. Et bien évidemment, si on opère les patients 15 jours après cette décision, c'est bien mieux qu'à un mois et demi, à partir du moment où l'indication chirurgicale a été posée. Et il y a une autre situation, parce que parfois on est amené à opérer des patients après un premier traitement de type radiothérapie, par exemple. Et donc, là, c'est une vraie coordination qui va être établie entre l'équipe de radiothérapie et l'équipe chirurgicale qui va ensuite prendre en charge le patient. Et donc, le délai va être en fonction, effectivement, je dirais, de la situation aussi de chaque patient. Parce qu'il y a des patients qui vont avoir de la radiothérapie seule, qui n'ont pas besoin d'être opérés, et des patients qui vont avoir de la chirurgie aussi, suivie de radiothérapie, avec donc des délais à respecter. Et donc des patients qui vont avoir par exemple une récidive, mais qui ont déjà eu de la radiothérapie. Et donc là, on revient un petit peu à la case départ, où il faut les opérer dans un délai raisonnable. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment l'intervention elle-même se déroule ? Alors l'intervention, je dirais, il est difficile de la décrire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intervention stéréotypée. Ça, c'est lié à la multitude d'organes qui peuvent être touchés, puisque la cancérologie tête et cou concerne les cancers de la bouche, la cavité buccale, les cancers du pharynx, de l'arrière-gorge, les cancers du larynx, les cancers des sinus, les cancers du cavum. Donc, il y a une multitude d'organes, les glandes salivaires également. Et donc, l'intervention chirurgicale va être finalement dépendante de zones qui vont être touchées. Le principe global, si vous voulez, c'est d'enlever la tumeur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ablation ou l'exérèse tumorale, et qui va être, dans la majorité des cas, associé à une chirurgie des aires ganglionnaires qui sont soit impliquées, soit susceptibles d'être impliquées dans la zone qui a été opérée. Donc, c'est ce qu'on appelle un curage au niveau du cou. Donc ça, c'est les deux principes au moment de la chirurgie en cancérologie. Et puis, il y a aussi, dans certaines situations, nécessité de réaliser une reconstruction, et donc qui va être associée, réalisée dans le même temps opératoire. Et ça ne concerne pas forcément la totalité des patients. Comment, en tant que chirurgien, vous vous assurez de préserver un maximum les organes qui sont adressés par la chirurgie ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est une zone où les fonctions sont essentielles, avec l'élocution, il y a la phonation, il y a la respiration, la déglutition. Et donc, il y a des situations où le cancer affecte directement une de ces fonctions. Et donc, bien sûr, le premier impératif, c'est d'enlever au plus large la tumeur. Donc, ça peut concerner effectivement ces organes qui sont impliqués dans les fonctions. Donc là, il n'y a pas le choix parce qu'il va falloir l'enlever. En revanche, on va pouvoir y associer, dans le but de rétablir ces fonctions ou de les préserver, une chirurgie reconstructrice. Et puis, il y a des situations où, effectivement, il y a des organes qui sont très proches des zones opérées. Donc, il faut jouer entre les marges, je dirais, à avoir pour passer le plus au large possible de la tumeur, et puis limiter au maximum aussi
les organes impliqués dans ces fonctions. Alors quand je dis les organes, c'est aussi les commandes de ces organes, c'est-à-dire les nerfs qui sont aussi très présents dans la région tête et cou. La reconstruction, elle permet de limiter l'impact fonctionnel et esthétique de la chirurgie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne? Tout à fait, c'est-à-dire que la chirurgie reconstructrice, c'est d'ailleurs vraiment ces 20-30 dernières années ce qui a permis de complètement transformer la chirurgie et puis le devenir de ces patients en raison des séquelles que ça pouvait engendrer auparavant. Et donc, il y a la composante rétablissement des fonctions ou préservation des fonctions et la composante, je dirais, esthétique, cosmétique. Et il y a différents types de reconstruction qui vont être réalisés de la même manière en fonction de la localisation de la tumeur et donc de ce qui a été enlevé. Il y a des reconstructions, on va dire, relativement simples où on utilise des moyens locaux présents dans la bouche, par exemple de la muqueuse ou certains muscles sur le plan local ou de la peau aussi, pour faire des reconstructions, mais qui sont relativement limitées. Et puis pour les reconstructions plus importantes, on va faire appel à des techniques finalement qui sont un petit peu plus élaborées, où le principe va être de prélever une zone au niveau du corps qui va permettre vraiment de répondre au maximum aux besoins de la reconstruction. Et on va pouvoir faire une reconstruction vraiment la plus anatomique possible, de manière à remplacer vraiment ce qui a été enlevé. Et le principe de ces chirurgies, qu'on appelle des lambeaux libres, c'est de prélever donc des zones du corps avec des vaisseaux nourriciers. Ces vaisseaux sont rebranchés au niveau des vaisseaux du cou, donc on reconnecte une artère avec une artère et une veine avec une veine, et on utilise les tissus qui sont donc bien irrigués par les vaisseaux qui ont été reconnectés pour réaliser la reconstruction. Donc par exemple, on peut reconstruire une mâchoire avec un péroné, qui va être modelé en fonction de l'anatomie de la mâchoire qui a été enlevée. On va pouvoir reconstruire une langue ou une partie de la langue avec de la cuisse ou avec de l'avant-bras, par exemple. Voilà. Et de la même manière, au niveau du pharynx. Donc, il y a comme ça plusieurs zones anatomiques au niveau du corps qui sont bien identifiées, bien cartographiées, qu'on va pouvoir utiliser pour vraiment répondre au maximum aux besoins de la reconstruction. Que diriez-vous à une patiente ou à un patient pour bien se préparer à une intervention à venir? Alors, c'est compliqué en fait, parce que en fait, le patient, déjà, on lui annonce un diagnostic qui n'est pas forcément toujours audible. Donc, il va falloir qu'il accepte le diagnostic. Et après, on va lui parler finalement du traitement, donc qui peut être de différents types. Et en ce qui concerne la chirurgie, c'est vrai qu'on explique au maximum l'intervention en elle-même, tout ce qui va encadrer cette opération, tout ce qui va concerner également le post-opératoire. Et c'est souvent important d'ailleurs qu'il y ait un membre de la famille qui soit présent, parce qu'ils peuvent avoir différentes manières d'écouter les choses. Mais il faut lui donner le maximum d'informations, sans trop rentrer bien sûr dans les détails techniques. Et ce qui est important, c'est que le patient puisse ensuite, je dirais, un peu digérer tout ça. Et on les revoit souvent en consultation avant l'intervention pour être certain qu'ils n'ont pas de questions, qu'ils ont bien compris les principes et ce pourquoi on faisait une telle intervention. Et puis, il y a l'environnement aussi, avec éventuellement une infirmière, une psychologue qui vont pouvoir aider, qui sont habitués aussi à la cancérologie tête et cou, et qui vont pouvoir aussi répondre à leurs questions. Professeur Albert, vous avez participé il y a quelques mois à la greffe d'un larynx, opération pour laquelle vous vous êtes préparé depuis 2012. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire exceptionnelle? Alors, c'est effectivement une histoire exceptionnelle. C'est une première en France, même une première de manière générale. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et tous les chirurgiens qui ont participé à cette greffe sont justement des chirurgiens qui font de la cancérologie dans leur quotidien, cancérologie tête et cou. Et c'est une aventure qui a commencé il y a plus de 10 ans, c'était en 2012, où on a constitué un groupe de chirurgiens issus de différentes régions, donc ça couvre toute la France. Et on a travaillé déjà sur des patients, sur des modèles qui avaient déjà été réalisés aux États-Unis, par exemple, il y avait eu 2 greffes, et également en Colombie. Et on s'est inspiré un petit peu de ce qui avait déjà été fait, et puis ensuite en élaborant notre propre technique. Donc on a travaillé sur des sujets, on a travaillé sur le modèle animal, sur le cochon. Il a fallu avoir toutes les autorisations des instances aussi, sur le plan éthique, pour pouvoir réaliser cette première greffe.
qui a été donc effectuée à Lyon. Ça, c'était le 2 et 3 septembre 2023. Le principe, si vous voulez, c'est qu'en cancérologie tête et cou, on peut être amené à devoir opérer un cancer du larynx. Et dans les stades évolués, chez des patients qui ont éventuellement eu un autre traitement au préalable, on est parfois obligé d'enlever la totalité du larynx. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une laryngectomie totale et qui a bien évidemment, notamment sur le plan des fonctions, des conséquences. Donc ce constat était qu'un jour ou l'autre, on pourra peut-être proposer à des patients qui ont ce type d'indication chirurgicale de pouvoir bénéficier d'une greffe. Mais la greffe, comme vous savez, après la greffe, il y a un traitement par immunosuppresseur. Donc bien évidemment, le contexte du cancer est compliqué. Et c'est vrai que les patients pour qui il y a actuellement une indication éventuellement à une greffe de larynx, c'est hors contexte de cancer. Donc, en l'occurrence, la patiente qui a été opérée, elle avait des séquelles qui dataient de plus de 20 ans. L'organe du larynx était complètement cicatrisé sur lui-même. Et c'est une patiente qui ne pouvait plus parler et qui ne respirait que par l'intermédiaire de sa trachéotomie et avec une déglutition également, une alimentation compliquée. Et donc, on lui a fait cette greffe de larynx. Ce qui est pas évident à comprendre, c'est que la greffe en elle-même a été un succès, mais il faut que l'organe, le larynx, soit aussi fonctionnel. Et là, il est encore beaucoup trop tôt pour juger de ça. La patiente va bien, c'est parfois compliqué, hein, elle est gérée par l'équipe à Lyon. Et en fait, il faut attendre maintenant, je dirais, un an et demi avant de pouvoir juger, si vous voulez, des résultats sur le plan des fonctions, parce qu'il faut que ce larynx fonctionne, c'est-à-dire à la respiration qui s'ouvre pour que les cordes vocales s'ouvrent, pour que le patient puisse bien respirer et qu'il puisse ensuite parler en phonation. Donc, elle peut déjà sortir des sons, commencer à parler. Elle recommence progressivement avec toute une rééducation qui est à côté à pouvoir s'alimenter aussi. Et puis, la respiration se fait pour le moment encore par l'intermédiaire d'une trachéotomie qui est bien évidemment pour le moment toujours nécessaire. Magnifique, merci beaucoup. Je vous en prie.